Après ce débat très intéressant, nous allons poursuivre notre matinée. Nous avons débattu sur les problèmes posés par les transformations de la société et l'évolution de nos métiers, notamment en termes de compétences et de formation. Quelle place laissons-nous à l'imaginaire ? Nous vous proposons un voyage avec Malek Boukherchi, qui se définit comme anthropologue, tisseur de rêves, avec un autre regard sur le lien social. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Extrêmement honoré d'être avec vous pour un temps extrêmement court, mais qui sera, je l'espère, en tout cas dense et intense, ensemble, pour évoquer donc d'une manière assez particulière, peut-être d'une manière assez décalée, les enjeux de la transmission. Et que peut-être, pour démarrer sur ce sujet-là, j'aimerais démarrer de manière un peu particulière et de faire appel à la puissance des mots, à la puissance narrative, à la puissance sémantique, à la mélodie des sons qui permet de fédérer et d'embarquer. J'aimerais démarrer par deux petits mots. Deux petits mots qui vont servir d'ingrédients structurels et qui vont me servir de trame par rapport au sujet qui est nôtre aujourd'hui sur la transmission. Deux mots extrêmement simples mais ô combien puissants. Deux mots que vous avez l'habitude d'utiliser certainement dans le cadre de vos missions, mais qu'on a tendance des fois un peu à oublier parce qu'on est pris dans les urgences, dans la cacophonie, dans le brouhaha, dans ces états d'âme, bleu à l'âme et vague à l'âme, lorsqu'on est confronté à l'autre dans toute sa dimension. Deux mots qui permettent tout simplement d'embarquer et d'être dans le cœur de la transmission. Le premier mot, merci. Savoir dire merci. Un mot extrêmement puissant sur le plan de la relation managériale, un mot extrêmement fort qui permet de reconnaître l'autre, un mot qui permet tout simplement de savoir s'effacer pour laisser la place à l'autre. Merci, c'est la gratitude. Et savoir dire merci est plus qu'une politesse, c'est une allégresse. Parce que seul le remerciement sanctifie le quotidien à la façon dont un sourire magnifie le visage en l'illuminant. Et savoir dire merci, la gratitude, fait partie peut-être d'une des qualités, d'une des vertus que nous recherchons tous dans la vie. Un seul mot d'ordre, le merci, la gratitude appartient à un seul mot d'ordre, l'amour. Et je crois que pour pouvoir accompagner, pour pouvoir faire grandir les gens, pour pouvoir être en présence, il s'agit d'aimer l'autre qui est en face de vous, l'autre dans toute sa dimension. Il s'agit également d'aimer son métier. Deuxième petit mot, tout aussi puissant, tout aussi important et qui est consubstantiel au merci et à la gratitude, pardon. Et donc déjà là, je vais prendre mes précautions oratoires parce que j'ai pris une trame, j'ai pris une sensibilité dans la manière d'expliquer comment je conçois la transmission. Alors pardon pour tout ce que je ne vais pas aborder, parce que je suis limité dans le temps. Pardon bien sûr pour le parti pris. Et je crois que le mot pardon a quelque chose de sublime. On devrait l'écrire en deux mots, le mot pardon. Par, espace, don, par-delà le don. Cette capacité à savoir abandonner ses mesquineries comportementales, à abandonner son ego pour pouvoir se remettre en cause et accueillir l'autre dans toute son abondance. Et lorsqu'on est dans le pardon, on rejoint une autre qualité, une autre vertu tout aussi fondamentale que l'amour. Le pardon fait partie de l'univers dit de l'humilité. Être humble. Et lorsqu'on dirige, lorsqu'on accompagne, lorsqu'on transmet, il s'agit tout simplement de savoir s'effacer, de reconnaître que l'autre a la capacité également de nous faire grandir, qu'on n'est pas dans une logique descendante, mais bien dans des logiques ascendantes, comme disent les Japonais, l'oyabum kobum. Et lorsqu'on a ces deux petits mots, amour et humilité, ça nous donne quoi ? Eh bien, on a une équation sémantique qui nous permet alors d'être en plein cœur de la transmission. Et je vous la présente, l'équation sémantique. Donc, je vous ai évoqué l'amour. Je vous ai évoqué humilité. Et lorsqu'on fait amour plus humilité, ça nous donne quoi ? Eh bien, vous prenez les 3 premières lettres d'humilité, vous prenez les 3 dernières lettres d'amour, yes, et ça nous donne humour. Et je crois que pour transmettre, pour pouvoir accompagner, pour pouvoir être avec les gens, rien de tel que l'humour, la légèreté, ne pas se prendre au sérieux, savoir que la vie, c'est cette capacité à savoir tout traverser, à tout éprouver et à retenir que l'essentiel inaperçu. Parce que l'humour nous garde de l'orgueil.
de la raideur de jugement, de l'obsession de soi, des sévérités excessives, des mouvements d'humeur intempestifs. L'humour est un lien organique tellurique extrêmement fort avec les autres. On dédramatise pas mal de situations. Et donc, amour, humour, humilité. Voilà 3 ingrédients structurels dans la capacité à savoir transmettre lorsqu'on les cultive, lorsqu'on les alimente comme un feu qui a besoin d'être alimenté dans son brasier. Et avec ça, on est capable de partir et de voyager vite, loin et fort. Et c'est pourquoi je vous propose, pour le temps qui me reste, un véritable voyage narratif au pays de la transmission où je vais réutiliser ces 3 grands ingrédients structurels de l'humour, de l'humilité et de l'amour pour pouvoir illustrer autrement ce qui se joue dans la manière de transmettre. Et pour faire ce voyage narratif, on va le faire en 3 temps. 3 détours, parce que je crois beaucoup aux détours savoureux, aux détours et aux découvertes inattendues qui permettent de découvrir les atours de la vie et du transmettre. 3 temps que je vous présente là à travers le diaporama que je vous propose. J'ai juste le plan normalement, ça devrait arriver. Bon, apparemment ça ne marche pas. C'est les joies de la technique. Ah si, tout de même. Une ode narrative pour le savoir transmettre. J'ai juste mis bien sûr le plan. Est-ce qu'il faut viser là ou est-ce qu'il faut viser... Il est où le... Bon, tout de même. Que vous ayez ça en tête. 3 temps. Le premier détour que je vous propose, ça s'appelle un détour... On va basculer par un détour historique analogique. Voilà mon premier temps pour évoquer la notion de transmission. Et ce premier temps, le détour historique analogique, sera appuyé par un deuxième temps, un détour anthropologique pragmatique. Et ce détour anthropologique pragmatique sera suivi par un détour, ça devra arriver normalement, organique anagogique. On va y venir sur les termes, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça va me permettre de faire appel à mes différentes identités multiples qui m'animent dans mes différentes missions ici en France ou à l'étranger. 3 temps, 3 détours qui correspondent à 3 temps. Le détour historique, on sera dans le temps de l'inspiration, parce que transmettre, c'est inspirer. Le détour anthropologique, pragmatique, on sera dans le temps de l'aspiration, parce que transmettre, c'est la capacité à aspirer les autres. Et le détour organique, anagogique, on sera sur le temps de la respiration, de la transpiration, parce que transmettre, c'est aussi savoir transpirer, respirer soi avec les autres. Ça va ? Genre, vous êtes bien calme, vous êtes en droit de réagir, si vous voulez réagir. Ok. Alors, démarrons par le premier temps, le détour historique. Donc, normalement, ça devrait s'encadrer, ça prend... Pourquoi le détour historique? Parce que j'ai évoqué un voyage narratif. Et je crois que la vie est un voyage, un véritable voyage. Et lorsqu'on est dirigeant, lorsqu'on est enseignant, lorsqu'on est dans des métiers de transmission, il s'agit de savoir voyager avec soi, mais voyager avec les autres. Et le voyage, ce n'est pas forcément le lointain, c'est le prochain, la personne qui est à côté de chez vous. Chez nous, dans la tradition berbère, moi j'ai grandi avec les aphorismes de la Berbérie, du côté de la Kabylie, on dit « un ennemi, c'est une personne dont on n'a pas écouté son histoire ». Est-ce qu'on connaît les gens qu'on côtoie? Est-ce qu'on a pris le temps de les rencontrer réellement? Tout va vite, tout va trop vite. On est dans cette urgence permanente d'aller vite, on n'a plus le temps de s'arrêter et de s'installer. Et lorsqu'on prend le temps d'écouter l'autre, d'être en sa présence et d'être en présence avec l'autre, surtout en ces temps de numérisation à outrance, eh bien voyager, qu'est-ce qu'on fait? On récolte des souvenirs, soi et les autres. Et voyager, c'est se souvenir. Se souvenir, c'est raconter. Raconter, c'est savoir. Et savoir, c'est transmettre. Voilà l'enjeu de nos enjeux. Transmettre. Tout est question de transmission depuis l'aube des temps. Mais quoi transmettre aujourd'hui, au XXIe siècle? En ces temps d'anthropotechnique, comme on dit, où l'anthropos, l'humain, est phagocyté par le numérique, et on voit très bien comment ça altère nos relations sociales, quoi transmettre? Voilà la grande question qui nous est posée. Alors c'est intéressant, ici je vois, j'ai affaire à l'ancien monde, beaucoup de gens avec des crayons et des stylos, mais quand je donne des cours à la fac dans un amphithéâtre en hauteur, il n'y a plus de crayons, il n'y a plus de stylos, il n'y a que des écrans et des ordinateurs, et en plus ce qui est intéressant, vous ne voyez même plus les visages des élèves et des étudiants, ils sont derrière leur écran. Et vous posez la question, est-ce qu'ils vous écoutent? Est-ce qu'ils sont avec vous? Alors ils vous disent qu'ils prennent des notes, mais on sait qu'ils sont connectés, archi-connectés derrière leur écran, sur leurs réseaux sociaux en même temps, et se posent la question, mais pourquoi ils sont là? Est-ce qu'ils vous écoutent réellement? Et quoi transmettre dans ce cas-là? Quelle est la valeur ajoutée? Pourquoi je vais venir en présentiel alors que je peux tout avoir en distanciel et je peux avoir toute la connaissance à travers les écrans? Parce qu'on a la bibliothèque universelle, qui est Internet.
Et ce qui est intéressant, moi je vois des fois dans les cours que je prodigue en anthropologie sociale, je peux avoir des failles, je peux avoir des absences, je peux avoir des oublis, hein. Des fois je cherche une date, un truc, et là il y a quelqu'un dans la salle qui va dire « Ah monsieur, d'après Google, il est dit que… » Waouh, d'après Google, l'oracle des temps modernes, Google, il y a tout. Et donc la question qui nous est posée, c'est si je transmets que de la connaissance technique, c'est comme vous, dans vos métiers respectifs, c'est fini, vous ne les captez pas. Je ne reste pas, si c'est la connaissance technique, hein, donnez-moi le fascicule, donnez-moi le lien Internet, donnez-moi l'article, je vais le lire, je n'ai pas besoin de vous écouter. Et qu'aujourd'hui, à travers ma pratique et à travers le vécu et à travers les expériences que je mène, il semblerait que le centre de gravité, le barycentre de la transmission, il est en train de basculer. Ça bascule. Ça bascule de la connaissance, il en faut, en ces temps de fake news généralisées, c'est important, mais ça bascule de la connaissance, il en faut à l'expérience, à la sensation, au témoignage. Plus que jamais, vous voulez capter les gens, et je le vois avec les étudiants, ce qu'ils attendent. Votre vécu, votre histoire, ce n'est pas écrit dans Internet, ce n'est pas écrit à travers les écrans. Parce que vous empruntez tous des autoroutes droites, mais vous passez par des sentiers abrupts, par forcément des pentes sinueuses, qui fait que face aux difficultés de la vie, face aux difficultés des enjeux de vos métiers, on est capable de trouver des ressources insoupçonnées. Et lorsqu'on parle, lorsqu'on raconte, lorsqu'on transmet, lorsque vous parlez avec une parole incarnée, eh bien on touche au cœur, parce que le cœur parle au cœur. Et on attend plus que jamais une parole authentique, de l'authenticité. Parce que si on devait résumer notre mot d'ordre dans nos relations sociales, dire moins, être plus, voilà ce que recherchent fondamentalement la plupart des personnes en interaction sociale et sociétale. Donc, forcément, voyager, c'est transmettre. Et on transmet quoi alors? C'est pour ça que je vous parle d'un voyage narratif, et on va démarrer avec le détour historique, parce que je crois beaucoup en la force des mots. Pour transmettre, il faut savoir utiliser les bons mots, au bon endroit, au bon moment. Vous savez, Albert Camus disait déjà à son époque, ce grand écrivain extrêmement engagé, qui avait cette pertinence et l'acuité de comprendre ce qui se joue de manière visible et invisible. Il disait, mal nommer les choses, c'est apporter de l'injustice au monde. Il s'agit de bien nommer les choses lorsqu'on veut transmettre, d'être extrêmement précis, concis dans la manière de dire et de raconter. Et donc je crois beaucoup en la force des histoires, et que tout est histoire. Et quand on témoigne une histoire. Et que accompagner les gens, c'est forcément être sensibilisé à leur histoire et raconter une histoire. Et vous êtes tous et toutes des raconteurs d'histoire. Pensez à vos parents qui ont dû vous raconter des histoires pour vous accompagner et vous faire grandir. Et que peut-être aujourd'hui, il s'agit de retrouver des récits qui portent, des récits qui font sens. Et lorsqu'on raconte, au-delà de raconter une histoire, on crée du sublime, on guette l'invisible, et forcément on garde la soif d'infini, cette capacité à ne rien lâcher. Et que peut-être compter, raconter, c'est s'inscrire dans une triple mission de la transmission. Un, c'est forcément se souvenir, je l'ai évoqué, c'est raconter les récits de mémoire, parce que hier n'est que la mémoire d'aujourd'hui qui est le souvenir de demain. Il faut être extrêmement humble. On a beaucoup de choses encore à apprendre du passé pour comprendre aujourd'hui et se projeter sur demain. Deux, il s'agit de savoir utiliser la langue dans toute sa splendeur et dans toute sa saveur. Trois, il s'agit de célébrer forcément la vieillesse, l'ancienneté, mais aussi la jeunesse, la sagesse, l'émerveillement, l'énigme et les mystères. Et ce, pour un triple plaisir pour soi, pour les autres et pour le monde, parce que transmettre, il s'agit d'aimer ce qu'on transmet. Transmettre, il s'agit d'aimer, d'être en relation avec les autres. Et donc, il y a un triple plaisir, à savoir, le premier plaisir, c'est forcément parler et se parler avec finesse, délicatesse, tendresse, en ces temps de clash généralisés où les gens ne parlent plus, ils hurlent. De l'âge de l'accès, on a basculé à l'âge de l'excès, où ça clash de partout, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de dialogue, ça crie de partout. C'est pas comme ça qu'on transmet. Deux, il s'agit forcément de conduire et se conduire en sérénité, loyauté et harmonique avec les autres. Et enfin, trois, il s'agit forcément d'apporter et de s'apporter concorde et mansuétude pour pouvoir retisser nos humanités déchirées. Et là, on trouve la force de la transmission à travers la narration. Et au cours de l'histoire, on a des personnages truculents qui nous donnent des grandes leçons à ce sujet-là. D'où mon détour historique analogique. Je vous propose de partir au XVIIe siècle, au XVIe siècle, 1586. Là, on a un personnage qui va donner des clés sur la manière de transmettre. Déjà, depuis l'aube des temps, on n'a rien inventé. D'où ce souvenir. 1586, XVIe siècle. Il se passe quoi en 1586 ?
Tiens, je fais appel à vos cours d'histoire. Faites pas appel à Google, hein. Pour ceux qui ont des écrans, des ordinateurs, faites appel à votre mémoire. 1586, il se passe quoi? Vous avez une idée? En France, il se passe quoi en 1586? Rien? Il n'y a pas une fulgurance dans la salle avec tous ces cerveaux? Vous savez, en plus c'est très simple, 1586, allez-y, n'ayez pas peur, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Il n'y a toujours que des sensibilités qui parlent. Alors je vous écoute, 1586. Quel roi? Alors on va contraindre. Le roi qui gouverne en France en 1586, c'est qui? Comment? Henri IV? Oh, bravo! Alors là, il y a de la connaissance historique. Henri IV, c'est 1589, 3 ans après. Avant Henri IV, alors c'est facile, mathématiquement parlant, Henri III, bravo, j'ai entendu vers là-bas au fond. Et c'est intéressant, Henri III. Ça vous évoque quoi, Henri III? Quand on dit Henri III, Henri IV, ça évoque plein de choses. Là, Henri IV, vous avez plein d'histoires à raconter sur Henri IV. Hein. Le ver galant, la poule au pot, la reine Margot, l'édit de Nantes. Il en a fait des choses. Il fait partie de la construction non seulement mythique, mais réelle, hein, du royaume de France. Hein. Henri IV, un huguenot qui va se convertir au catholicisme, hein, pour pouvoir gouverner, hein, et essayer de recréer une sorte d'unité dans ce pays. Parce qu'avant Henri IV, il n'y a pas d'unité dans le pays. La dimension verticale du pouvoir a complètement explosé. Henri III, il n'est pas du tout respecté. Et pour preuve, dans vos cours d'histoire, on ne parle pas d'Henri III, on bascule tout à coup à Henri IV, on s'en fout d'Henri III. Il n'a pas laissé une grande trace dans l'histoire. Il a même été assassiné, Henri III, par son cousin, le duc de Guise. Autrement dit, en 1586, en France, c'est le bordel, c'est le chaos. Aucun rapport avec ce qui se passe aujourd'hui, hein. Mais dites-vous bien que déjà en 1586, rien ne va plus dans ce pays, ça part à volo. Les gens ne comprennent pas, et c'est les fameuses guerres de religion. C'est une autre peste, une grande peste émotionnelle. La peste noire, on est dans la Renaissance, mais là on est dans une peste émotionnelle, les guerres de religion qui viennent fracturer le pays à tous les niveaux. C'est intéressant de revenir en 1586 pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et il faut attendre Henri IV pour recréer une certaine forme d'unité. Mais ce qui est intéressant en 1586, ce n'est pas d'Henri III que je vais vous parler. Mon détour historique va m'amener ailleurs. Je crois qu'il est bon de se décentrer, parce que l'humanité a apporté partout forcément des clés de compréhension. Et si en Europe, ce sont les guerres de religion, si en France, le pays part à volo, pour parler de manière vulgaire, ailleurs dans le monde, vous avez un empire extrêmement puissant, un empire où les gens sont heureux, un empire où les gens sont extrêmement fiers de leur empereur, parce qu'il fait preuve de bienveillance, il fait preuve de bonté, il a cette capacité à partager toujours deux trésors enfuis à l'intérieur de nous-mêmes, la clarté de l'esprit qui rend libre et la bonté du cœur qui rend heureux. Vous avez un empire où c'est la félicité en 1586, mais c'est pas en Europe, ailleurs. Un des plus grands empires qui ait jamais existé ici-bas sur Terre, plus puissant que l'empire romain durant la Pax Romana, plus puissant que l'empire grec au temps des Achéens. Je parle de l'empire? Non, il va être en concurrence avec l'empire chinois qui a toujours eu peur de ce grand empire. Si ce n'est pas les Chinois, ce sont les... J'entends pas les Ottomans, là, en 1586, là, la sublime porte est malade. L'empire ottoman commence à être déjà malade. Non, les autres, l'autre empire, grand empire. Comment? Pas japonais, ils sont vraiment dans leur monde, hein, ils sont encore coupés du monde, hein, l'empire d'Edo. Comment? En 1586, hélas, déjà les conquistadors sont arrivés, hein, et l'empire précolombien est en train de s'effondrer. Non, on est en Asie, on n'est pas loin des Chinois qui entourent. Non, oui, j'ai entendu. Bravo. Pas Perse, non, les Perses ne sont plus là. J'ai entendu Mongol. L'empire mongol. Voilà un grand empire qui a dominé le monde. Et en 1586, vous avez quelqu'un qui est devenu le grand spécialiste de la transmission. Comment transmettre, quoi transmettre, comment être en résonance déjà avec les gens. Je parle de Birbal, qui est étudié toujours aujourd'hui en Inde, en Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, dans tous ces pays qu'on oublie ici en Europe, parce qu'on a tendance à penser que le monde est européano-centré, alors qu'au cours de l'histoire, on a eu des grands personnages qui peuvent nous apporter un autre éclairage sur la manière de comprendre le monde. En 1586, Birbal a des choses à nous dire, à nous raconter, d'autant plus que ce gars-là, Birbal, plus connu sous le nom de Mahesh Dash est un paysan, c'est un gars de la terre.
Et il se trouve que Mahesh Dash va être propulsé au plus haut sommet de l'Empire. Parce qu'à cette époque, en 1586, l'Empire mongol est dirigé par Akbar. Akbar Ier, un des plus grands empereurs d'une sagesse incommensurable, tout aussi puissant qu'un Marc Aurèle au temps des Romains, au IIe siècle de notre ère. Et Akbar Ier, musulman, bien sûr, dans l'Empire mongol, son empire est tellement grand, la capitale est Phitipri, aujourd'hui disparu, mais ça se trouve du côté du Sri Lanka. C'est intéressant maintenant quand on évoque Ceylan. Voilà un autre pays qui part complètement en déliquescence, la plus totale qui soit aujourd'hui. Mais à l'époque, Ceylan a dominé le monde. L'Empire mongol a démarré là-bas, à Phitipri. Et Phitipri, ils sont montés jusqu'à la Bactriane, du côté de l'Afghanistan. Ils sont allés conquérir la presqu'île du Kamtchatka, du côté de Vladivostok, la Russie actuelle, donc la Sibérie. Et Akbar Ier, son empire est tellement puissant, il ne peut pas gouverner de Phitipri. Trop loin, il a besoin d'avoir des relais. Aujourd'hui, on parlerait peut-être d'encadrant, de management intermédiaire, si vous voulez. Il a besoin de relais, des gens qui vont pouvoir porter sa parole et qui puissent gouverner de manière la plus bienveillante qui soit. À cette époque, on ne parlait pas de gouverneur. Akbar Ier nomme alors des joyaux. Il va nommer des joyaux. Il va chercher 9 joyaux. Ce sont des êtres humains, 9 joyaux. Mais il parle de joyaux, ce qui fait le plus beau dans l'humanité. Mais pour nommer ces 9 joyaux, il faut les trouver. Donc il met en place un processus de recrutement et il met en place alors des joutes oratoires, les fameux JO de l'Empire mongol, pas les JO d'aujourd'hui, mais les fameuses joutes oratoires où, en faisant appel à toute la puissance intelligente de l'Empire mongol, il veut trouver quelqu'un qui sera capable d'aller les recruter. Et donc il organise des joutes de poésie, des concours d'éloquence, ça existait déjà à cette époque-là. Tout le monde se présente, les puissants tout comme les moins puissants. Et au bout d'un an de joutes oratoires, arrive Mahesh Dash Birbal, qui va gagner ces joutes oratoires, un paysan, qui vient de nulle part, un Indien, hindou, qui va devenir le bras droit d'Akbar Ier, l'empereur musulman. Dans l'histoire, ça a existé. Main dans la main, un Indien avec un musulman. Et que fait Akbar? Il demande à Birbal, va me recruter les 9 joyaux. Pars dans l'Empire, trouve-moi les personnes qui seront capables de me représenter de la manière la plus douce et de la manière la plus bienveillante et qu'on soit capable de transmettre les plus belles vertus qui soient dans la manière d'être ensemble. Et donc Birbal part. Ça dure un an, mais il recrute les 9 joyaux en posant tout simplement 4 questions. Et en fonction des réponses à ces 4 questions, il sait si en face de lui, la personne sera capable de diriger, de gouverner avec grandeur et avec bonté. Et quelles sont ces 4 questions? Très simples. 4 questions qui datent de 1586. 1. Qu'est-ce qui grandit quand on le partage? 2. Quel est le meilleur ami de l'homme et de la femme? 3. Quelle est l'action la plus douce sur Terre? 4. Quelle est l'arme symbolique la plus puissante qui permet de fédérer toutes les énergies pour générer de la synergie? 4 questions, 1586. Et en fonction des réponses appropriées, idoines, alors, je vais la recruter cette personne et ça sera un des joyaux de l'Empire mongol. Peut-être demain, si vous recrutez des gens, posez ces 4 questions et attendez les réponses qui seront évoquées. Parce que si je vous pose des questions là maintenant à vous tous et toutes, qu'est-ce que vous répondez à ces 4 questions? 1. Qu'est-ce qui grandit quand on le partage? Bravo, je l'ai entendu. Allez-y, n'ayez pas peur, un peu de... J'ai entendu le savoir, mieux que le savoir, la connaissance. Effectivement. Et dans le monde du travail, et dans la transmission, qu'est-ce qu'on doit transmettre? Plus que jamais la connaissance. La connaissance appelle la connaissance. Il s'agit de transmettre, bien sûr, non seulement vos connaissances techniques, mais vos connaissances expérientielles, par où vous passez. 1. 2. Quel est le meilleur ami de l'homme et de la femme? Allez-y, qu'est-ce que vous dites? Bon, j'ai entendu le chien, c'est pas le chien. À cette époque, il le mangeait là-bas. À l'époque, le chien, ok, c'est ce qu'il y a de plus fidèle. Non, autre chose. On aurait pu répondre pour les 4 questions, j'ai entendu l'amour. C'est valable pour les 4, c'est ce que j'ai évoqué en introduction. L'amour de la connaissance, qu'est-ce qui grandit quand on le partage? Quel est le meilleur ami de l'homme et de la femme? Quelle est l'action la plus douce? Quelle est l'arme symbolique? C'est vrai, tout peut être amour. Comme disait Sainte Thérèse d'Avila, cette grande mystique espagnole du XVIe siècle. Il ne s'agit pas de beaucoup penser, il s'agit de beaucoup aimer. On ne sait plus aimer. Parce que quand on aime, on est capable de tout transmettre. Mais là, il attend quelque chose de plus simple. Mahesh Dash est un paysan. Et qu'est-ce qu'on dit des paysans? Ils ont quelque chose de sublime, les paysans. Voilà un beau métier, un des plus beaux métiers qui a structuré toutes nos humanités, un métier qui s'est effondré. Paysan, ça vient du latin pagus.
Pagus qui veut dire la terre, qui veut dire la paix, qui veut dire le pays, qui veut dire le paysage et qui veut dire également la page. À travers le paysan, on peut restructurer toute l'histoire de nos humanités. Le paysan ne regarde pas Internet aujourd'hui pour savoir quel temps il fait, comment je cultive la terre. Il capte les signaux faibles de la nature. Il est connecté à la terre, le paysan. Et Mahesh Dash est un paysan. Et on dit des paysans, ils font preuve de bon sens. Voilà. Quel est le meilleur ami de l'homme et de la femme? Eh bien, Mahesh Dash nous dit le bon sens. Et que peut-être aujourd'hui, ce qui nous tue dans nos relations sociales, on manque de bon sens. De plus en plus, ça manque de bon sens. Trop d'arrogance, trop de certitude, de certitude dans nos rapports sociaux. Et que peut-être, on a créé aujourd'hui, en ces temps d'anthropotechnique, un outil qui est extraordinaire pour vous tous. J'imagine que vous adorez le GPS. On n'est jamais perdu avec le GPS. C'est fascinant. Heureusement qu'on a le GPS. On peut se repérer partout avec le GPS, mais on ne sait pas où on est sur une carte géographique. Les gens suivent une machine. On a perdu la disposition spatiale. On n'a plus aucun repère sur une carte géographique, on suit une machine. Mais on a le GPS, on n'est pas perdu. Le jour où la machine tombe en panne, c'est la panique, c'est l'alerte. Je suis où? Et que peut-être aujourd'hui, à défaut de GPS, c'est très bien le GPS, on devrait remettre au goût du jour le GBS, le gros bon sens, dans nos rapports sociaux. 3. Quelle est l'action la plus douce sur Terre? Vous l'avez manifesté dans vos visages, là, à l'instant, tous et toutes. Eh bien voilà, je l'ai entendu, bravo. L'action la plus douce, le sourire, le rire, nous dit déjà Birbal à son époque, pour transmettre. Beaucoup plus sympa d'avoir des visages joyeux que des gars qui tirent la tronche. Ça ne donnera pas envie, de toute façon, d'apprendre. En face de vous, vous avez des gens qui tirent la tronche. C'est comme quand vous arrivez le lundi au boulot, vous n'avez même pas démarré la semaine, vous êtes frais du week-end et vous arrivez, vous avez des collègues qui tirent la tronche. Putain, ça commence. On n'a même pas démarré, ça commence. Alors, on n'a pas choisi, bien sûr, la tronche qu'on a tous et toutes. Ce sont les règles de la phylogénétique. Mais vous pouvez choisir votre sourire. Ça ne dépend que de vous, pour pouvoir transmettre. Et le sourire est le plus beau lever de soleil dans le visage d'un enfant, d'une femme et d'un homme. Avec le sourire, on transmet de manière beaucoup plus facile. Et 4, quelle est l'action symbolique la plus puissante qui permet de fédérer toutes les énergies? Eh bien, à cette époque, on était beaucoup moins riches, moins puissants qu'aujourd'hui, nous les anthropologues. Avec Goleman, on est capable de réfléchir sur différents niveaux, sur différents paliers. Mais déjà, Birbal évoquait une qualité remarquable que vous attendez peut-être de la part de vos enfants. Il y a cette pression académique à l'école. Il faut que l'enfant ait des bonnes notes. Il faut qu'il soit intelligent sur le plan académique. Mais de quel type d'intelligence on parle aujourd'hui? La logico-mathématique, il n'y a pas que ça dans la vie. On doit dépasser ce cadre-là. Mais Birbal parlait déjà l'arme symbolique la plus puissante qui permet de fédérer toutes les énergies, l'intelligence. Mais il nous parle de l'intelligence du cœur et de l'intelligence de l'esprit. Voilà les deux notions qu'il évoque déjà en 1586. Parce que l'intelligence de l'esprit nous fait rechercher la vérité, la liberté et la connaissance. Et celle du cœur nous met en quête d'amour. Et les deux réunis, intelligence du cœur plus intelligence de l'esprit, eh ben, nous faut rechercher la beauté et la bonté, la justice et la justesse. Eh ben, vous voyez que peut-être que pour transmettre et être en résonance avec les gens, 1586 de Birbal, si on fait preuve de bon sens dans nos rapports sociaux, on est capable de transmettre en temps et en heure toutes les connaissances utiles et non futiles, tout en cultivant le sourire qui permet de fédérer, d'embarquer l'autre, et en faisant preuve d'intelligence de cœur et de l'esprit, eh bien peut-être on a déjà une clé, une voie pour avancer, non seulement seul, mais ensemble. Premier temps, détour historique analogique. Ce détour historique analogique ne serait rien sans le deuxième temps, le détour anthropologique pragmatique. Si ça veut bien arriver, normalement il y a l'encadré. Bon, la zapette n'est pas extrêmement efficace. Tout de même, ça y arrive. Birbal, 1586, temps de l'inspiration. Je vous propose de partir sur une autre époque. Encore une fois pour dire qu'il faut être extrêmement humble, on n'a rien inventé. Et pourquoi anthropologique? Parce qu'en tant qu'anthropologue du lien, je réfléchis beaucoup sur les résonances, RAI et RE. Quand on parle de résonance, écrivez-le en deux mots. RAI la tête, mais RE le cœur. Et lorsqu'on veut transmettre, lorsqu'on veut partager, il s'agit d'être sur ces deux niveaux, à la fois d'action, d'agir et du dire. Et que peut-être, nous les anthropologues, on aime s'inspirer de grands personnages de l'histoire. Après Birbal, moi je pense à un grand auteur, c'est un philosophe. 7e siècle avant notre ère, 7e siècle avant notre ère, grand spécialiste de l'ouverture,
dans cette capacité à être avec les gens. Il réfléchissait déjà à son époque comment être avec les gens, comment vibrer avec les gens. Il ne parlait pas du vivre ensemble, c'est une fausse question de vivre ensemble. Vous n'avez pas demandé à naître, tous et toutes, vous êtes jetés dans l'existence. Vos enfants n'ont pas demandé à naître, ils sont jetés dans l'existence. Le plus dur, c'est pas d'exister, le plus dur, c'est de coexister. Je n'ai pas choisi mon voisin de palier, je n'ai pas choisi mon collègue de travail si je suis recruté, je n'ai pas choisi mon professeur ou mon instituteur quand j'arrive dans une classe, mais je n'ai pas le choix, on fait comment? La question qui est posée, c'est la résonance. Voilà la vraie question dans nos enjeux de la transmission. Et au 7e siècle, vous avez un personnage tout aussi truculent que Birbal, qui nous donne déjà aussi des éléments de réponse. D'où mon détour anthropologique pragmatique. Et je vous propose de partir en Bactriane, l'Afghanistan d'aujourd'hui. Eh bien, l'Afghanistan d'aujourd'hui, pour beaucoup, c'est un pays délabrement, alors que l'Afghanistan a dominé le monde à son époque, la Bactriane, empire extrêmement puissant. Et à cette époque, vous avez un des plus grands auteurs, un des plus grands philosophes de l'époque, Hatim de Balkh. Balkh, voilà une ville qui existe encore aujourd'hui. Et Hatim a exercé dans cette ville au 7e siècle avant notre ère, bien avant les Socrates, bien avant tous les philosophes que vous connaissez sur le monde occidental. C'est très bon d'avoir toutes ces références occidentales, mais il est bon des fois de se décentrer, d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe également. Et Hatim de Balkh, il a une force, il réfléchit sur cette capacité à vibrer. Et là, je vous raconte l'histoire entre mythe et historicité. Hatim est tellement connu dans le monde à son époque au 7e siècle qu'il y a un autre empire qui est en train de naître, l'empire assyrien. Et cet empire assyrien souhaite avoir ses connaissances, parce qu'ils savent qu'avec la connaissance, on est capable de dominer le monde. Et donc on l'invite, ils envoient un émissaire, donc l'empire assyrien qui va démarrer du côté de Babylone, Bagdad, et ça on dit aujourd'hui Bagdad, pour beaucoup de personnes, l'Irak aussi c'est un pays en délabrement. Le gars, il part de Bagdad, de l'époque Babylone, pour monter jusqu'à Balkh, à dos de chameau, plus de 7 mois de traversée, pour demander à Hatim de venir chez lui et de venir enseigner, prodiguer, bien sûr, ses savoirs. Hatim refuse, trop loin, trop compliqué le voyage, trop dangereux. Et surtout, il est père, il a des enfants. Ses enfants ont besoin de lui, il ne peut pas partir 7 mois de voyage, il revient dans 2 ans. Mais malgré tout, il part, sous la pression de sa femme, parce que son épouse lui dit « t'as raison d'être ici-bas sur terre, c'est de transmettre ». C'est de partager. T'inquiète, je serai suffisamment forte pour enseigner et éduquer les 2 enfants pendant ton absence, mais pars. Alors il part. Mais il se dit, je vais rester que 15 jours, pas plus. Il faut que je revienne au plus vite. Mais le gars, il est motivé. 7 mois de traversée, 15 jours sur place, 7 mois pour revenir. Il faut le faire, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on serait capable de faire ça? Un an et demi de voyage pour rester 15 jours sur un site? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui accepteraient de faire un tel voyage aussi long. Et il part. Il en profite pendant la traversée pour apprendre quelques rudiments de langage de l'époque, parce qu'il n'y avait pas de langue universelle. Mais il apprend, il a cette motivation, il a cette envie de pouvoir transmettre. Il apprend quelques rudiments de la langue du côté de Babylone, mais parce que pour transmettre, il faut bien qu'il parle dans leur langue. Mais il a 7 mois pour apprendre. Et il apprend vite. Et quand il arrive sur place, il va dans les ziggourats. Bien sûr, il transmet auprès des puissants, mais il en profite pour aller voir les gens d'en bas, les gens du peuple, les simples, les humbles, qui sont toujours oubliés. Il part avec son tabouret, nous disent les hagiographes, et il monte sur son tabouret et il interpelle les gens. On le prend pour un fou, c'est qui ce gars-là qui interpelle comme ça dans la rue? On ne l'écoute pas, il y a une indifférence la plus totale, mais il lâche rien. Chaque soir, après avoir enseigné, transmis auprès des puissants, il descend dans la ville, dans les bas-fonds. Et progressivement, les gens s'installent. Les gens commencent à l'écouter. Et à la fin de son séjour, tout le peuple est là. Ils sont tous subjugués par ce personnage qui a une parole puissante, un jugement bienveillant, un silence jubilatoire et forcément une subtilité de partage. Et là, l'histoire nous dit qu'à un moment donné, quand il transmet auprès du peuple, ils sont tous là à l'écouter de manière avide. Une fille l'interpelle, une petite fille, et qui lui dit « Maître », parce qu'à cette époque, on respectait les anciens en leur disant « Maître, c'est extraordinaire », lui dit la petite fille. Depuis qu'on vous écoute, depuis que vous êtes arrivé, vous n'avez pas peur de parler notre langue alors que vous la maîtrisez mal. Vous faites plein de fautes, la langue est hachée, déchirée. Des fois, ça fait mal aux oreilles, on a du mal des fois même à vous comprendre. Mais malgré tout, on est tous là à vous écouter en silence. Comment c'est possible? Vous parlez mal la langue, mais malgré tout, on vous écoute. Et Hatim répond à la petite fille, 3 choses me permettent d'inviter les gens à être en silence et à être dans une écoute active. 1, je suis heureux quand l'autre a raison.
2, je suis triste quand l'autre a tort. 3, j'évite d'agir de manière stupide avec les gens et de manière arrogante surtout. Alors il y a un brouhaha dans le peuple où les gens se disent ce qu'il dit là. Ben, c'est évident, on le sait ça. Rien de nouveau sous le soleil, ça paraît évident. Et un ancien cheveux gris prend la parole et lui dit « Maître, ce que vous dites là, on le sait, c'est évident. Mais comment vous faites pour éviter d'agir de manière arrogante avec les gens? Parce que dans la vie, il suffit d'un mot malheureux, d'une parole assassine qui crée un abîme profond. Trop souvent, nos pensées l'emportent sur nos mots et une fois que la parole assassine est décochée, on a beau s'excuser, hein, le mal est là. Comment vous faites pour éviter d'agir de manière arrogante avec les gens? Hatim répond 4 choses me permettent d'éviter d'agir de manière arrogante avec les gens. On est au 7e siècle. Et voilà peut-être des clés dans la manière de transmettre et de raisonner. Il nous dit ceci. 1. Accepte l'ignorance des autres. 2. Évite-leur de leur faire supporter ta propre ignorance. Parce que quand tu ne sais pas, dis-le. Si tu sais pas et tu ne le dis pas, tu vas montrer plusieurs fois ton ignorance. 3. Sois généreux. Parce que partager, transmettre, c'est faire preuve de générosité. Et la générosité est une vertu plurielle. Parce que la générosité jointe au courage, cela donne héroïsme. La générosité jointe à la justice, cela donne équité. La générosité jointe à la miséricorde, cela donne bienveillance. La générosité jointe, c'est peut-être son plus beau nom, à la bonté, ça donne la douceur. Car la douceur appelle la douceur vis-à-vis des gens et vis-à-vis de soi. 4. Exige beaucoup de toi-même et bien des ennuis te seront épargnés. 7e siècle. Autre manière de comprendre la capacité à transmettre. Et que peut-être ces 2 grands personnages, Birbal et Hatim, nous enseignent autre chose. Parce que pour transmettre, il s'agit de faire preuve également d'une autre force de caractère, et d'où mon dernier détour, le détour organique, anagogique. Anagogique, c'est-à-dire la capacité à créer, à faire autrement, à imaginer autrement. Et pourquoi un détour organique? Si ça veut bien passer, ben, ça ne veut pas passer, peu importe. Après, il y avait des vidéos à vous présenter, comme quoi. Parce que je crois que pour transmettre et être avec les gens, il s'agit d'être présent. Et être présent, d'où le détour organique, il s'agit d'avoir un corps. La transmission passe par un corps. Avant d'avoir des têtes, on a besoin d'avoir un corps solide, un corps résilient, un corps renaissant. Si vous êtes malade, si vous êtes fatigué dans votre corps, vous faites quoi? Vous faites rien du tout, incapable d'écouter le monde qui est autour de vous. Combien de gens que vous côtoyez, vous posez la question le matin quand vous allez au boulot, comment tu vas? Et qu'est-ce qu'ils répondent les gens tous, toujours? Ça va. Le corps a beau être fatigué, des grosses cernes, le gars il peut être palo, mais on répond ça va. Putain, le gars il va pas du tout, on s'en fout, il a dit ça va, ça compte. On part de la parole vacuante. Parce que le jour où la personne vous dit ça va pas, putain merde, faut que je m'arrête. Putain, faut que je l'écoute. Putain, j'ai pas le temps. Putain, il peut pas dire ça va comme tout le monde, on veut pas. La question qui se pose à la transmission, d'abord, il y a des corps. Il faut qu'il y ait des corps solides. Parce qu'un être qui habite son corps est l'autre de l'univers tout entier. Partout il se trouve, il se sent bien. Qu'est-ce que vous faites pour respecter ce corps qui vous est donné? Parce qu'on a besoin de corps à corps, même en ces temps de numérisation à outrance. On a besoin que les corps se rencontrent. L'intercorporéité, comme on dit en anthropologie relationnelle. On a besoin que des corps se rencontrent parce qu'on est capable de capter des signaux, des mouvements des yeux, des sourcils, du visage, du corps qui parle. Et que peut-être, dans vos métiers tous et toutes, il me semble que vous êtes tous alors des ultramarathoniens d'extrême sans le savoir. Et là, je vais prendre ma 3e casquette d'ultramarathonien d'extrême. Parce que pour transmettre, accompagner, faire grandir, éduquer, manager, tout ce que vous voulez, dès qu'on est en confrontation avec l'autre, il en faut du souffle, il en faut de l'abnégation, il en faut de la persévérance, il en faut de la ténacité. C'est compliqué d'être avec les gens. Mais il faut qu'il y ait un corps solide. Et ça, je peux vous en parler parce qu'en tant qu'ultramarathonien d'extrême, je fais tout pour respecter ce corps qui m'est donné. Et c'est quoi être ultramarathonien? Et je vous propose de faire alors les liens avec vos métiers. Être ultramarathonien d'extrême, j'espère que ça va passer. Nous sommes aujourd'hui 700 personnes dans le monde à pratiquer ce sport aventure lacunaire où on est complètement déconnecté avec le monde réel. 700. Parce qu'on est capable de faire des courses et des marches, on est plutôt dans des modes courses et marches, de 400 km minimum, on monte jusqu'à 2000 km aujourd'hui, et on court en totale autonomie dans les endroits les plus fabuleux qui soient en ce qui me concerne les déserts. Alors des fois vous avez des traversées de désert sur le plan professionnel, alors c'est très bien de faire les liens qui vont avec comment on traverse les déserts. Personne n'est à l'abri face à une traversée du désert. Et nous les ultras, on a cette capacité à traverser les déserts en totale autonomie. C'est pour ça qu'on n'est que 700. Parce que quand on part, on a la carte des étoiles
La nuit, on se repère aux constellations. On a la carte du désert pour la journée. Et là, vous allez me dire, il y a quoi dans une carte du désert? C'est tout jaune. Il y a les pluies. Comme dirait Antoine de Saint-Exupéry, je t'enverrai mourir dans les déserts afin que les fontaines puissent t'enchanter. Nous, on recherche les puits. On doit être autonome sur 140, 145 km en moyenne pour récupérer l'eau dans les puits et continuer la traversée. Et donc, on n'a pas de GPS, on n'a pas de balises, on n'a pas de téléphone satellitaire parce que ça passe pas. On fonctionne à l'ancienne, on fonctionne à la boussole. D'où mon lien avec GPS, jadis. On est dans le bon sens, on est capable d'utiliser la boussole. Et lorsqu'on est ultramarathonien, on est capable de courir dans ces déserts, ces endroits fascinants. Mais on peut courir en haute altitude, à plus de 6000 mètres d'altitude. On peut courir dans les pôles, même en Antarctique à moins 50 degrés. On court dans toutes les conditions, toujours à la boussole. C'est ça qui est fascinant. Et on est capable de retrouver le goût de l'effort, de la patience et de la persévérance. Voilà 3 autres ingrédients structurels qui permettent de faire face et de tenir. Et on attend de vous peut-être cette capacité à tenir et à se tenir. Et quand on est ultramarathonien, tout comme vous êtes des ultramarathoniens d'extrême sur le plan de l'effort, de la patience, de la persévérance, on développe, nous, une qualité remarquable que vous avez pour pouvoir transmettre ou accompagner les gens. Il s'agit d'être alchimiste. Alchimiste situationnel et alchimiste relationnel. Alchimie situationnelle, c'est la capacité à transformer le négatif d'une situation en positif, à transformer les incertitudes en projets, à transformer les blocages en opportunités, à transformer les énigmes en apprentissage, bref, à transformer les pépins en pépites. Parce que la vie, c'est que ça. Il y a plein de pépins, on les transforme en pépites. Tout est question d'état d'esprit. Et l'alchimie relationnelle, c'est de se dire que la vie est une aventure solitaire et solidaire. Des fois, vous avez l'impression d'être seul. Souvent, on est seul. Et on se dit, putain, mais qu'est-ce que je fous là? À quoi ça sert? Des fois, on a l'impression d'avoir la volonté désertée, l'esprit démobilisé, les lèvres incapables de prononcer la moindre parole cohérente, parce qu'on se dit à un moment donné, à quoi ça sert? Dans l'ultra, c'est la même chose. Quand je suis perdu dans les déserts, ça m'est arrivé assez souvent, depuis que je pratique depuis 22 ans, en totale déperdition sur des courses de 30 jours en autonomie, tu te dis des fois, mais qu'est-ce que je suis venu foutre dans cette galère? Mais malgré tout, il faut y aller. D'où l'aventure solidaire, on va s'appuyer sur des gens. Et avec ça, on est capable de transmettre. Et que peut-être la clé de la réussite réside dans cette persévérance lucide. Parce que la persévérance lucide, sans lucidité, votre persévérance devient de l'entêtement. La contrefaçon de la persévérance. Et on se casse les dents. Et la persévérance lucide permet de transformer l'impossible en possible, le possible en probable et le probable en réalisé. Alors, pour terminer, parce que je vois notre ami qui est là, bon, ça n'a pas passé les diapos, j'avais plein de diapos, 2, 3 diapos, mais peu importe. Peut-être que pour terminer, peut-être, comme disait Michel de Montaigne dans tous ses écrits avec son ami La Boétie, posture d'humilité permanente, peut-être pour transmettre, peut-être pour accompagner, peut-être pour grandir, peut-être pour être avec les gens, mettons tout simplement de la saveur dans nos mots avant de parler, mettons de la lumière dans nos yeux avant de regarder, mettons de la joie dans notre don avant d'agir, mettons de la détermination dans notre engagement avant de faire. Et nous serons capables peut-être tout simplement de transmettre avec bon sens, avec humilité, avec amour et avec humour. Merci.